Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. Un conseil de défense se déroule en ce moment même à l'Élysée, à l'issue duquel le Premier ministre Jean Castex ainsi que le ministre de la Santé Olivier Véran feront un point à 19h sur les décisions prises pour faire face à la crise sanitaire. Nous suivrons d'ailleurs les annonces en direct sur Sud Radio. D'après nos informations, les mesures ne devraient pas être particulièrement drastiques. Il n'y aurait donc ni reconfinement ni nouveau couvre-feu. Cependant, de nombreuses pistes sont évoquées. D'où notre grand débat. Conseil de défense, craignez-vous de nouvelles restrictions? Avec nous, Laurent Sacomano, médecin et président du syndicat URPS Médecins Libéraux de PACA. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Sacomano, c'est amusant de faire un conseil de défense le 6 décembre, qui est le jour de la Saint-Nicolas, donc du Père Fouettard. Pensez-vous que les annonces vont être plus Père Noël ou Père Fouettard dans un peu plus d'une demi-heure? En bon politique, je pense qu'il va y avoir une association des deux. Je crois qu'on est à la veille de Noël et il faut rappeler quand même qu'il y a un danger sur leur tenue dans de bonnes conditions. Et de l'autre côté, on voit bien qu'après 2 ans de crise, on arrive à une limite de saturation des contraintes et que les mesures extrêmement difficiles ou dures ne pourront pas être reprises sous peine d'avoir du mal à les faire appliquer par la population. Philippe Bilger. Monsieur le Président, même pour un pouvoir qui est plein et riche d'imagination, est-ce qu'on peut aujourd'hui concevoir des mesures dont on n'a pas encore parlé, ou est-ce que véritablement l'imagination médicale a atteint le bout et qu'on ne peut rien faire d'original? Je crois que les mesures qui sont prises en général sont faites au vu de la situation. On a vu que le confinement avait été proposé quand les hôpitaux étaient à saturation et que l'incidence, donc le nombre de cas dans la population était suffisamment important pour qu'on craigne la saturation dans les hôpitaux. Aujourd'hui, la situation est quand même un petit peu différente. C'est que on constate que la vaccination ayant produit ses effets, on retrouve surtout en réanimation ou quasi exclusivement des patients qui ne sont pas vaccinés. Et quand bien même nous avons une incidence qui est vraiment record, puisqu'on a 50 000 cas par jour, on n'a pas pour l'instant de saturation des hôpitaux ni des services de réanimation. Où constate-t-on une circulation importante du virus? Dans les écoles, dans les populations justement qui n'ont pas été vaccinées jusqu'à présent. Donc probablement que s'il doit y avoir des mesures à reprendre, c'est probablement dans les écoles avec le port de masque, avec peut-être de nouveau des vacances anticipées ou des rythmes un petit peu aménagés. Mais je crois que c'est surtout là qu'il peut y avoir ni originalité, mais en tout cas des mesures à prendre, puisque le reste, pour l'instant, ça tient la route. Oui. Françoise Degois. Bonsoir. On a le sentiment, effectivement, qu'on ne sera pas dans la logique du Père Fouettard, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de l'être. Il y a beaucoup d'ailleurs, ça serait bien de lever un peu l'angoisse, parce que beaucoup de gens se disent là, c'est pas possible, c'est comme l'an dernier, le couvre-feu. Moi, j'ai une amie qui a un hôtel-restaurant. Par anticipation, des gens annulent des repas de 70, 75 personnes. Mais il faut être cinglé pour faire ça. Alors qu'on sait très bien que ce soir, il n'y aura aucune mesure coercitive. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de mesures. C'était peut-être pas la peine d'annoncer le Conseil de défense en grande pompe. Non, mais c'est pour ça. Vous vous rendez compte un petit peu la psychose dans laquelle on plonge les gens, les restaurateurs, etc. Les gens qui commencent à se faire des cheveux pour les réveillons de Noël qu'ils organisent, les réveillons du jour de l'an. C'est des trucs énormes. C'est des orchestres qu'on réserve, etc. Il faut vraiment arrêter avec ça, puisqu'on sait qu'il n'y aura pas ce type de mesures. Il n'y aura même pas la jauge. Par contre, on va bien voir. Je pense que le seul risque, et à mon avis, ça va être un risque majeur, c'est l'obligation, enfin l'incitation à faire vacciner les enfants à partir de 5 ans. Et là, j'entends, docteur, que la polémique monte, y compris entre les médecins. Je lisais un papier de Martin Balachier qui est vent debout en disant arrêtez de rendre les enfants responsables de la contamination, c'est insupportable. Donc moi, je trouve quand même que, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve quand même qu'il y a une forme d'irresponsabilité du gouvernement de laisser planer une épée de Damoclès qui de toute façon ne nous tombera pas dessus. Ça, c'est évident. Sinon, ça serait fait depuis longtemps, puisque ça bouge pas au niveau des saturations d'hôpitaux. Et sur la vaccination des enfants, j'aimerais vous entendre. Laurent Sacomano. C'est très délicat comme question, parce qu'effectivement, c'est les débats d'experts. Et effectivement, aujourd'hui, ce dont on est sûr, c'est que le virus circule beaucoup dans cette tranche d'âge. Maintenant, la question de la vaccination s'est posée en termes de protection individuelle
et de protection collective. Si on regarde la protection individuelle, on peut se dire que là, on retombe toujours dans le même schéma, c'est qu'il faut vacciner les enfants qui sont des personnes, des enfants fragiles qui pourraient manifester des formes graves. Si on regarde en revanche sur le côté collectif, on peut aussi se dire que si les enfants étaient vaccinés, probablement qu'ils propageraient moins le virus. Alors ça reste à démontrer, en tout cas en termes de charge virale, mais c'est toute la difficulté. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est probablement d'aménager, par exemple, la cantine, de prévoir un échelonnement du passage de la cantine. Oui, mais peut-être, vous voyez, de 11h jusqu'à 14h, pour que ce ne soit pas simplement au sein d'une même classe que les enfants enlèvent le masque pour manger, mais que vraiment, ça soit par tout petit groupe, c'est-à-dire des adaptations, j'allais dire, fonctionnelles, qui permettent justement, toujours pareil, de ménager cette distanciation sociale. On l'a vu, la distanciation sociale est particulièrement efficace et elle l'est d'autant plus quand les personnes sont vaccinées. Donc les enfants, c'est vrai que voilà, il y a un fantasme, il y a une inquiétude, et bien qu'on vaccine les enfants pour des tas d'autres choses, et on peut revenir sur l'innocuité du virus, enfin du vaccin, etc. Là aujourd'hui, on sent bien que la population a cette inquiétude. Donc moi, je pense qu'il faudrait plutôt essayer de promouvoir, de continuer à travailler sur une distanciation sociale, sur un aménagement qui, justement, dans la population, passerait sans doute beaucoup mieux. Laurent, juste une relance sur ma question. Vous ne trouvez pas qu'il y a une forme d'irresponsabilité à brandir cette épée de Damoclès qui nous tombera pas dessus, et avec les conséquences économiques que ça commence déjà à avoir sur les réveillons, les hôtels-restaurants? Oui, bien sûr, mais je crois que là, on peut constater aussi qu'on a quand même encore 5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. On a encore des tas de personnes qui entre guillemets, ne se protègent pas ou n'appliquent pas des mesures de distanciation. Et alors, est-ce que c'est la peine, est-ce que ça sert à quoi de brandir, de faire flipper tout le monde comme si s'était rien passé entre Noël de l'an dernier et Noël cette année? On est quand même 85% à être vaccinés. Ça sert à quoi ce discours? Vous pensez que vous allez convaincre 5 millions de gens? Vous ne les convaincrez pas. Et en plus de ça, par anticipation, les gens se gâchent eux-mêmes leur fête de fin d'année par anticipation. C'est quand même dingue. Oui, mais c'est pas la première fois qu'on a des mesures qui sont pas forcément adaptées ou des réactions qui ne sont pas forcément adaptées. Là, on est sur la conviction. Chacun essaye de donner les arguments qu'il peut, la pédagogie qu'il peut, avec effectivement cette alternance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce côté Père Fouettard et ce côté Père Noël, et on essaie de trouver un équilibre. Jean Dorido. Oui, alors juste pour compléter la réaction de Françoise, c'est vrai que c'est quand même très très étonnant d'envisager la vaccination des enfants, alors qu'effectivement on a encore 5 millions de personnes tout à fait adultes en âge de se faire vacciner qui ne sont pas vaccinées. Je m'étonne qu'on n'envisage pas des solutions, pourquoi pas à la autrichienne, qui ont carrément à un moment demandé aux personnes non vaccinées de se confiner. Je ne dis pas que c'est là qu'il faut aller, toutefois d'inciter quand même les personnes en âge de se vacciner et de faire en sorte qu'elles se vaccinent avant d'envisager de vacciner des gamins qui ont moins de 12 ans quand même. Laurent Sacomano. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et depuis le début, on le dit, c'est-à-dire que quand les mesures de confinement avaient commencé à être prises, on laissait quand même les transports en commun fonctionner sans vérification du pass sanitaire. Oui. Donc il y a eu des choses qui étaient quand même très étonnantes. Et on le voit effectivement dans certains pays. L'Italie, je l'entendais encore tout à l'heure. Aujourd'hui, pour prendre les transports en commun en Italie, il va falloir montrer le pass ou un test antigénique, etc. Ah non, c'est encore mieux. Moi, je vis souvent en Italie. Vous avez des traghetto, vous savez, ces bateaux qui font les liaisons entre la Sardaigne et les îles de la Sardaigne. Vous avez en Italie, vous avez le pass et le Super Green Pass. Et le Super Green Pass, c'est le pass vaccinal. C'est-à-dire que c'est un pass, seul le vaccin vous autorise à l'avoir. Et vous avez maintenant Super Green Pass, vous avez des îles au large de la Sardaigne, des petites îles, et vous avez des endroits en Sardaigne désormais où le seul est accessible avec le Super Green Pass. Voilà. Ça craint vraiment. Ça craint vraiment. J'entends bien, mais c'est vrai que vous avez sans doute entendu le ministre de la Santé, qui il y a encore une semaine disait qu'il n'était pas en mesure d'aller vérifier ou d'obliger les personnes qui ne souhaitaient pas être vaccinées, parce que qui disait obligation disait forcément contrôle. Et aujourd'hui, il n'était pas en capacité ou en volonté de le faire. Mais je vous rejoins. On l'a vu, la vaccination ne peut marcher que si elle est largement répandue. Et on en voit quand même le bénéfice aujourd'hui, c'est que dans les services de réanimation, les personnes qui sont admises sont des personnes
non vaccinés. Alors après, on peut discuter des heures sur l'utilité, l'intérêt, le risque, etc. Mais il y a des faits qui sont indiscutables. Laurent Sacomano, vous avez parlé des transports en commun. On avait les stations de ski qui ont commencé à ouvrir le week-end dernier, certaines quelques jours avant. C'est quand même pas aberrant de prendre le métro bondé sans passe sanitaire, mais que pour aller faire du ski, quand on est quand même, il y a de l'espace entre les skieurs, en général, c'est pas le RER à 8h du matin, que là, il faille un passe sanitaire. Est-ce que c'est encore compréhensible pour la population ? Je pense que c'est très difficilement compréhensible. Ah oui. Ce d'autant qu'on peut imaginer, là pour le coup, la délivrance d'un forfait avec le contrôle du pass. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que le skieur voulant aller dans une station récupérera son forfait s'il peut présenter un pass. Parce qu'après, porter un masque dans les files d'attente des remontées mécaniques, s'il fait moins 10 ou qu'il neige, je ne sais pas comment ça va être contrôlé, j'imagine mal. Et surtout avec le masque de ski qu'on met pour pas être ébloui, ça va être rock'n'roll. Hein. Exactement. Donc là, on revient sur des détails qui sont éminemment pragmatiques et simples. Je pense qu'on a encore des progrès à faire. Je vous rejoins là-dessus. Maintenant, voilà, on est dans des situations quand même parfois un petit peu absurdes. Philippe Bilger. Non, mais écoutez, moi, c'est un bonheur d'écouter le docteur et les questions. Je n'ai rien de plus à dire, étant dans cette assemblée le plus ignorant de tous. Non, mais alors, Philippe, ce que j'aime, c'est que Philippe, en fait, il aime bien le confinement, Philippe Bilger, parce que c'est un vrai intellectuel. C'est pas, on se disait la différence entre un anachorète et un cénobite. Le cénobite, est isolé en communauté. L'anachorète est seul. Françoise, ne parlez pas de ça devant Philippe David. Oui, ça c'est vrai que oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là. Donc il a un côté quand même un peu presque passé, plutôt anachorète. Moi je connaissais plus le mot anacolute, c'était dans le vocabulaire du capitaine Haddock. Jean Dorido. Non, mais c'est vrai que le confinement, Philippe, à l'évidence. Ça fait quand S'il même. n'y avait pas tant de tragédies, je serais volontiers confiné. Voilà, parce qu'en plus, voilà, il adore lire, il adore réfléchir, il adore écrire, donc ça lui va très bien. C'est un état qui nous va moins bien à toi et moi. C'est ça, il y a des personnes à qui ça convient, mais globalement, c'est vraiment une épreuve. Et non, je crois que c'est vraiment important de souligner ce qu'a dit notre médecin invité, c'est que quand même, aujourd'hui, exactement, aujourd'hui, majoritairement, les personnes qui sont à l'hôpital, ce sont des personnes qui ne sont pas vaccinées, et c'est quand même vraiment pas raisonnable. On sait que chez les enfants, Dieu merci, c'est ultra rarissime de faire des formes graves, alors que quand même, on a des personnes adultes, sans forcément de comorbidité, eh bien, elles ne sont pas vaccinées, elles se retrouvent à l'hôpital, et c'est quand même, si on peut quand même passer un message, c'est dire aux personnes en âge de se faire vacciner, d'aller au plus vite se faire vacciner quand même. Françoise Degois, très court. Alors, vite se faire vacciner, moi je ne suis pas une passion du vaccin, mais ma peur du virus est plus grande que ma peur du vaccin. Ne changez rien. Je suis, voilà, comme beaucoup de gens, je suis néanmoins de plus en plus étonné par le nombre de médecins qui sont pas du tout des complotistes, qui considèrent qu'ils voient beaucoup trop de cas secondaires, d'effets secondaires dans leur cabinet par rapport à ce vaccin. Donc, ça serait bien qu'on ait une communication claire, parce que les effets secondaires, c'est pas forcément grave. Monsieur Sacomano, par exemple. Mais c'est pas forcément grave, les effets secondaires. C'est pas forcément que vous allez mourir demain. Mais essayez de démythifier un peu ce vaccin, dire il est nécessaire pour tout ce qu'a dit Jean, voilà, parce que il vaut mieux avoir ça que rien, mais que c'est pas l'alpha et l'oméga. Voilà. Laurent Sacomano, très court, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Les effets secondaires sont extrêmement rares finalement et extrêmement bénins pour la plupart par rapport au risque de faire des formes graves. Donc je crois qu'il faut garder en tête que le vaccin, c'est un intérêt individuel. Et le rapport bénéfice-risque est sans contexte très intéressant dans le cas individuel, mais le vaccin a aussi un rôle collectif. Et on l'a dit, plus il y aura de personnes qui seront vaccinées, moins il y aura de risques que le virus continue à circuler. Merci beaucoup Laurent Sacomano, médecin et président du syndicat URPS, médecins libéraux de la région PACA. Verdict sur Twitter, Conseil de défense, annonce de Castex, on les suivra en direct sur Sud Radio. Craignez-vous de nouvelles restrictions sanitaires? Vous êtes 67,7% à dire oui. Ça vous dirait qu'on s'amuse, les vraies voix? Ah oui. Tout ça, on va être avec vous, qu'est-ce qu'on s'ennuie? Merci. On va être avec Thomas Boissy, chanteur showman et finaliste d'Incroyable Talent. Ah génial, j'adore cette émission. Ça c'est bon ça.